Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Que peux-tu nous dire au sujet de HAC? Alors, HAC, déjà, c'est une association de droit camerounais, une association scientifico-sociale, parce que HAC, c'est beaucoup de recherche, beaucoup d'actions de terrain aussi. Nous avons une méthodologie qui est fondamentalement basée sur 3 approches qui sont chronologiques. Dans un premier temps, nous menons des recherches sur le terrain, des recherches justement pour spécifier les problèmes, déterminer les différentes causes et tester ou alors, expérimenter certaines solutions sur le terrain. Deuxièmement, nous agissons sur le terrain sur la base des résultats trouvés dans les travaux de recherche. Et troisièmement, nous perpétuons ces actions et ces résultats de recherche dans un cadre d'éducation sanitaire et environnementale. Ce que nous faisons principalement dans ce cas, en fonction de notre cible, parce que nous en avons 3 principalement, les élèves du primaire et du secondaire, les étudiants et les jeunes de la communauté qui parfois ne sont pas scolarisés et les personnes riveraines, surtout des aires protégées, parce que nous travaillons aussi beaucoup dans les aires protégées. Donc, HAC, c'est un peu cela. Et dans le cadre de nos différents projets, nous avons entrepris aussi récemment de publier, parce que nous avons souvent un problème, c'est que les recherches sont faites, les recherches sont menées, mais après, on n'y a pas forcément accès s'agissant des résultats. Donc, nous sommes aussi engagés à publier les résultats chaque semestre. Question de mettre à jour non seulement la recherche au niveau des étudiants, au niveau des chercheurs, et même au niveau des professionnels, que ce soit de la santé humaine, animale, environnementale, et même de la conservation aussi. Donc, HAC, c'est aussi 2 principales instances. Nous avons une coordination recherche qui se concentre principalement sur les travaux de recherche, l'accompagnement des étudiants dans le cadre de leurs travaux de recherche, l'accompagnement des chercheurs, que ce soit du ministère de la Recherche scientifique ici au Cameroun, que ce soit des organismes tels que l'IRAD, l'Institut Oh, ça m'échappe un peu, désolé. Donc, en fait, c'est pour dire que nous encadrons ou alors nous accompagnons tout ce qui est recherche ici au Cameroun. Deuxièmement, la coordination projet. La coordination projet, elle se charge d'organiser et de superviser toutes les actions terrain, que ce soit les soins apportés aux animaux, à l'environnement, les campagnes de reboisement, les campagnes d'éducation environnementale aussi, parce que tout ça rentre dans nos différents projets. Dans chaque projet de HAC, on s'arrange à avoir un volet action terrain, un volet recherche et un volet éducation, parce que toutes les actions que l'on mène, elles ne peuvent porter de manière pérenne que si elles sont transmises en fait. Donc, c'est pour ça que nous avons vraiment mis un point d'honneur sur l'éducation. Et quels sont les projets, les types de projets que vous mettez en œuvre? Vous en avez 9 en cours, c'est ça? Donc, la zoomusicotherapie, oui. Quels sont les autres qui sont en cours?
Les principaux que nous avons actuellement, nous avons par exemple le projet RECA, qui est un projet de renforcement des capacités des acteurs de la conservation et des étudiants. En fait, il a pour objectif principal de stimuler chez les étudiants la recherche selon l'approche One Health, qui est une approche assez intéressante parce que inclusive, qui jusqu'ici a apporté de bons résultats. Nous avons aussi le projet EDENSA pour le moment, qui est un projet d'éducation sanitaire et environnementale. Lui, il concerne beaucoup plus les élèves scolarisés dans les établissements secondaires, lycées et collèges, ainsi que les élèves du cycle primaire. Parce que là, les approches étant différentes et justement, dans le cycle primaire, comment dire ça, c'est dans ce cadre-là que nous faisons intervenir aussi toutes les actions avec Youth Conservation d'ailleurs, que je remercie, que je profite pour remercier pour toute la documentation très, très intéressante qu'elle a mis à sa disposition. Donc, ensuite, nous avons aussi le projet EDENSA 2, parce que l'autre là, c'est le projet EDENSA 1. Nous avons le projet EDENSA 2 qui, lui, particulièrement, s'occupe des enfants qui ne sont pas scolarisés, des jeunes de campagne, des jeunes des communautés qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller à l'école. Donc, nous mettons de petites activités d'éducation environnementale et sanitaire avec eux. Et comme autre projet majeur, nous avons le projet de suivi sanitaire des animaux. Donc là, nous nous concentrons principalement dans les eaux où nous apportons des soins sanitaires. Nous faisons une sorte de surveillance aussi, surveillance sanitaire chez les animaux. Ce que nous allons aussi implémenter à partir de l'année prochaine, c'est la surveillance épidémiologique dans les aires protégées. Pour là, ça demande beaucoup plus de ressources, beaucoup plus, surtout de ressources humaines. Donc, nous sommes en train de l'implémenter et c'est ce qui fera, c'est ce qui meublera les activités de HAC sur les prochaines années. Tu m'étonnes que vous soyez nombreux parce que vous couvrez beaucoup de domaines, principalement, en grande partie, l'éducation à beaucoup de niveaux. Comme tu dis, ça requiert des connaissances et une application des connaissances spécifiques selon que l'enfant soit en primaire, collège, lycée et même les étudiants. Et oui, quelles ressources est-ce que vous utilisez pour le développement des capacités des acteurs dans les API, dans les aires protégées et autour? Les ressources sont principalement les ressources humaines déjà d'abord. Bon, c'est vrai que au début, ce que j'ai un peu énuméré sont les entités techniques. Maintenant, sur le terrain, pour nous déployer, on a beaucoup de volontaires. Nous mettons à contribution des volontaires, des bénévoles qui nous aident justement dans le travail. Et aussi, nous mettons aussi à contribution beaucoup les étudiants parce que là, ça leur fait une occasion déjà de s'imprégner dans le monde professionnel, dans le monde de la recherche et même de la conservation, mais aussi ça leur fait un accompagnement technique et lorsque les moyens le permettent, un accompagnement financier, même pour leurs recherches. Bon, maintenant aussi, comme autre ressource, c'est des partenariats, c'est des collaborations que nous faisons avec certaines instances étatiques, notamment le MINFOF ici au Cameroun, où nous sommes en collaboration permanente avec les conservateurs des aires protégées, avec les responsables de santé de ces aires protégées-là. Et comme moyen financier, c'est vrai que nous fonctionnons principalement sous fonds propres encore, étant une jeune association, mais comment dire ça, des procédures sont engagées pour les demandes de financement chez certains bailleurs et jusqu'ici, c'est en bonne voie quand même.
Donc, nous essayons de mobiliser tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est important et tout ce qui pourrait éventuellement nous aider sur le terrain. Quelles sont les zones que vous couvrez? C'est vrai qu'on n'a pas parlé, vous êtes au Cameroun, mais juste pour qu'on se situe un petit peu, dans quel parc est-ce que vous êtes impliqué et dans quelle région est-ce que vous êtes aussi? Actuellement, nous sommes dans la région du Nord. C'est la région dans laquelle nous avons le plus d'activités d'ailleurs, notamment dans les parcs de Boubanjida, dans les parcs de la Benue et les parcs du Faro, qui sont les 3 grands parcs de la région du Nord. Nous avons aussi dans la région du Nord, dans la ville de Garoua, le zoo de Garoua, où nous travaillons aussi beaucoup. Nous avons la région du Centre, où nous agissons dans le zoo de Sanfok-Beti, qui est à Yaoundé, dans la capitale. Nous avons aussi quelques activités dans le parc du Mbam Djerem, qui est un parc à cheval entre 2 régions, dans la région du centre et la région de l'Adamawa. Là, nous avions eu l'année dernière des travaux justement d'ordre sociologique, parce qu'avant toute chose, avant toute action, nous essayons de comprendre la psychologie, la sociologie du milieu. Et les premiers étudiants que nous envoyons généralement sont les étudiants des sciences sociales et humaines, pour que l'approche soit respectueuse des différentes coutumes et tout ce qui va avec. Donc, nous avons la région de l'Est aussi, où nous sommes actifs, notamment dans le parc de Lobeke, où nous avons eu quelques activités l'année dernière, mais cette année, nous n'avons malheureusement pas pu continuer le projet, parce que bon, c'était assez coûteux quand même. Pour le moment, ce sont ces zones que nous couvrons. Mais nous avons entamé dernièrement aussi un partenariat assez intéressant avec une association nationale congolaise, Congo RDC. Donc, nous allons, d'ici la fin de cette année, entamer certains projets aussi là-bas. Et de même, nous entamons aussi certaines négociations avec une association locale aussi rwandaise. Et ça nous permettra de nous étendre, surtout d'échanger les expériences et d'acquérir de nouveaux modèles qui pourraient nous aider aussi ici. C'est quand même une association très vivante, hein. Vous avez grandi, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que vous existez. Vous couvrez déjà tout ce terrain-là, vous avez mobilisé tout ce monde. On voit que déjà, de un, il y a un besoin, et de deux, votre action, elle fait vraiment son effet pour se propager comme ça. Et je retiens aussi le volet gouvernance, en impliquant les étudiants de sciences sociales qui vont s'intéresser aux populations locales, n'est-ce pas? C'est quand même un aspect essentiel aussi. Oui, c'est très important d'ailleurs. C'est très important parce que une des choses qui est un frein aux politiques de conservation, généralement, c'est l'implication des communautés. On peut avoir, je vais prendre l'exemple d'un projet, bon, je ne vais pas citer le nom, dans l'extrême nord du pays, qui est un projet de reboisement. Alors, c'était piloté par sur le gouvernement, mais après, il y a eu une implication minimale des populations locales. On s'est retrouvé avec des sites reboisés qui étaient sabotés, notamment par le feu, par la coupe abusive et fait exprès même d'ailleurs et tout, juste parce que les populations n'étaient pas contentes. Alors, nous, on s'est inspiré de ces différentes situations pour pouvoir proposer un modèle qui puisse impliquer tout le monde, de sorte que même la plus petite entité, qui sont, je dirais, comme ça, les enfants des communautés, soient tout aussi impliqués pour qu'à la fin, lorsque nous implémentons le projet, nous intervenons en fait simplement comme les spécialistes ou alors les superviseurs, mais sur le terrain, c'est eux-mêmes qui agissent pour la conservation dans leur propre région. Et avec cela, nous avons eu jusqu'ici de très bons résultats quand même, parce que après, nous avons plusieurs demandes. Parfois, même quand un projet arrive à son terme, ce sont les populations qui en redemandent encore, en fait.
Donc, du coup, nous sommes quand même pas mal satisfaits de l'introduction justement des sciences sociales dans notre volet, en fait. C'est essentiel. Ouais, j'ai une collègue qui disait que la gouvernance, ça va de soi, c'est du bon sens. Mais Ouais. finalement, on a tellement d'exemples où les communautés locales ne sont pas prises en compte. Et les résultats, ben là, tu donnes l'exemple des projets de reboisement sabotés. Oui, c'est du bon sens, mais tout le monde ne le fait pas. Oui, oui, exactement, exactement. Ça, c'est très important pour nous-mêmes aussi parce que justement, il y a un aspect redevance qui est assez important ou alors qui nous tient vraiment à cœur chez nous. On est généralement parti sur des bases selon laquelle, OK, la conservation, c'est une affaire de spécialistes, il faut faire de très grandes études pour pouvoir être spécialiste de la conservation, mais sur le terrain, quand on descend, on se rend compte parfois que certaines populations ont des techniques de conservation qui nous échappent encore, en fait. Donc, du coup, les impliqués, ça non seulement les intéresse, mais aussi ça apporte une plus-value vraiment significative dans l'atteinte des objectifs. Parce qu'eux, ils ont des techniques qui parfois nous intéressent et parfois que l'on copie même d'ailleurs pour implémenter ailleurs, qui sont pour nous comme des success stories que nous pouvons implémenter chez d'autres populations qui peut-être ne le font pas ou alors ne le savent pas. Donc, c'est un peu comme ça. C'est plus de l'apprentissage aussi pour nous, en fait. Tu as un exemple de connaissances traditionnelles comme ça que vous avez pu relever? Oui, oui, surtout dans la région de l'Est Cameroun, qui est une région dans laquelle s'étend aussi la forêt équatoriale. Donc, du coup, là-bas, chez les Pygmées, par exemple, ils ont un principe fondamental. Lorsqu'ils vont à la chasse, ils ne vont pas chasser les petits des animaux et ils ne vont pas chasser les femelles gestantes ou bien les femelles allaitantes. Ça, déjà, c'est un principe qu'ils ont développé culturellement chez eux et tout, mais qui, sur le plan scientifique, est un modèle de sa gestion durable assez efficace quand même. Parce que l'on sait bien sûr que si dans la chasse, on se met à chasser et les petits et les femelles gestantes et les femelles allaitantes, une femelle allaitante tuée et au moins 2 à 3 petits perdus aussi. Parce qu'après, l'adoption forcément ne sera pas évidente dans le milieu naturel. De même, tuer un petit pour aller consommer, c'est toute une génération que l'on pourrait perdre comme ça. Donc, eux, ils se concentrent seulement sur des animaux, soit qui n'ont pas de petits, soit sur certains mâles. Parce que, bon, dans l'organisation sociale de la plupart des animaux, les mâles, ils sont généralement solitaires ou alors ils forment leur petite meute. Et là, c'est là où eux, ils chassent beaucoup, beaucoup plus. Donc, ça, ce sont des principes que l'on a euh, comment dire ça, que l'on a justement repris pour pouvoir étendre ailleurs, notamment dans la région du Nord, où on a dit, OK, on ne vous interdit pas de manger vos viandes de brousse, de toute façon, c'est votre garde-manger, la forêt, mais après, vous pourrez éventuellement faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc, nous venons de l'implémenter et les évaluations à mi-parcours montrent quand même des résultats intéressants. Et c'est des connaissances qui ne sont pas basées sur des années d'études, mais des générations d'observations. Voilà, exactement. Pour revenir à l'aspect santé, on revient un petit peu en arrière. Pourquoi est-ce que l'aspect sanitaire est si important que ça, et en particulier dans les aires protégées? Oui, oui, oui. La santé animale, pour nous, est important à 2 points de vue, en fait. Le premier étant que, comme je le disais précédemment, peu importe les moyens de conservation que l'on pourra mettre pour protéger une espèce ou alors plusieurs espèces ou je ne sais pas trop quoi d'autre, si une maladie arrive, forcément, on perdra tout. Donc, du coup, l'aspect santé est très, très important aussi. Genre, dans tous les projets, il faudrait toujours inclure cela. Maintenant, de manière un peu plus globale, le deuxième grand intérêt de la santé pour nous,
c'est sur le plan des maladies zoonotiques émergentes et réémergentes. Nous savons justement que la faune sauvage, principalement, est un des plus grands réservoirs des maladies, qu'elles soient pour des animaux domestiques ou pour les humains. Donc, du coup, nous disons agir sur les animaux sauvages, qui sont les réservoirs, limite grandement les risques de propagation et d'émergence et de réémergence des maladies zoonotiques, notamment la tuberculose, qui a fait rage quand même ici chez nous, et la rage aussi, qui au Cameroun actuellement est au centre de toutes les préoccupations sanitaires. Donc, la rage qui a justement ses réservoirs dans la faune sauvage, notamment les chauves-souris. Alors, notre action dans les aires protégées, c'est plus une action de sa surveillance, question de fournir les données qui seront utilisées et qui seront utiles pour les acteurs de la santé publique et même gouvernementale aussi, pour la lutte et pour la prévention des maladies zoonotiques. Alors, on part d'un principe simple, c'est que si notre faune sauvage se porte bien, alors notre faune domestique se porte bien aussi et les hommes sont en santé. Donc, c'est cette approche globale-là qui qui nous fait nous concentrer beaucoup plus sur la santé des animaux sauvages dans les aires protégées. Et on est d'accord que c'est un effort continu à fournir pour maintenir cela. Donc vous, au sein de votre association, vous pouvez travailler dessus pendant 2 ans, mais si les efforts s'arrêtent, on fera un grand retour en arrière. On ne peut pas juste abandonner le travail là-dessus. Quel est le plus grand défi que vous rencontrez pour maintenir ces efforts-là dans la durée? Est-ce qu'il y en a un déjà? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Je ne sais pas. Et oui, quelles sont vos stratégies pour inscrire ces efforts dans la durée? Nos stratégies, ou alors notre stratégie, parce que maintenant nous en avons une qui surtout est fonction des moyens dont nous disposons. La stratégie, comme je le disais justement, c'est de pouvoir impliquer le maximum d'étudiants. Alors, la surveillance, généralement, c'est, comme vous l'avez dit, quelque chose de continu, quelque chose qui ne doit pas être lâché. Or, si on doit le faire avec des salariés, je vais le dire comme ça, des salariés sur tout le temps, on risque de manquer de moyens à un certain moment. Alors, pour s'éviter cela, ce que nous faisons, c'est justement de créer dans des établissements, surtout des spécialités qui nous concernent beaucoup plus, des petits clubs, des petits groupes dans lesquels nous faisons des animations, des webinaires, des descentes sur le terrain, des séminaires aussi, et nous apportons à ces étudiants qui s'y intéressent des thématiques sur lesquelles ils peuvent travailler et nous les plaçons à chaque fois. On a des fréquences de 12 à 15 étudiants chaque année que nous envoyons justement dans les aires protégées qui vont en fait continuer et perpétuer ce travail de sa surveillance qui est un travail de recherche à la base et ça nous fait des données continues et on espère que ça nous permettra de garder le cap peut-être jusqu'à ce qu'on ait des salariés de manière permanente, quoi. Donc, c'est la stratégie majeure que nous avons pour le moment. Oui, et en plus, ça apporte du sang neuf constamment, un œil neuf sur chaque projet au fur et à mesure des années et les étudiants qui passent. Tu parlais de certaines instances étatiques qui étaient impliquées. Est-ce que vous espérez pouvoir vous inscrire aussi, d'être impliqués? Oui, bon, c'est vrai que nous n'aspirons pas à être une entité étatique. Nous voulons non gouvernemental, justement. Mais, comme on dit, les organismes et les associations, les OSC et tout, existent pour accompagner et pour compléter l'action de l'État sur le terrain. Donc, on ne peut pas se soustraire
des collaborations soit étatiques. Donc déjà, au Cameroun, la création d'une association ou d'un organisme se fait toujours sous la tutelle d'un ministère, principalement le ministère qui est un peu le garant du domaine dans lequel vous allez travailler. Nous, à HAC, par exemple, notre ministère tutelle, c'est le ministère des Forêts et de la Faune, avec lequel justement nous avons des conventions de collaboration, parce que c'est eux justement, les aires protégées au Cameroun sont majoritairement à gouvernance étatique. Du coup, pour pouvoir travailler, on est obligé de conjuguer avec eux les instances étatiques pour pouvoir travailler. Maintenant, dans le cadre de la recherche, la majorité des établissements avec lesquels nous avons des conventions de partenariat sont les établissements publics, les établissements étatiques. Donc, du coup, avec l'enseignement supérieur, c'est une collaboration permanente. Déjà que la coordination recherche de HAC est majoritairement constituée d'enseignants d'universités qui sont un peu le lien entre nous qui sommes sur le terrain et les étudiants qui, à la base, appartiennent à l'État parce que inscrits dans des universités d'État. Donc, nous essayons de fluidifier cette collaboration en mettant en intermédiaire ces enseignants d'université qui nous aident beaucoup dans l'encadrement et à qui je dis merci. Aussi, dans le cadre des recherches et des projets, surtout au Cameroun, il y a une plateforme Une seule santé qui a été mise en place, pilotée par le premier ministère et le programme Zonos. Alors, nous essayons, c'est elle qui organise justement des séminaires, accompagne certains projets de sensibilisation, de santé et tout. Donc, nous essayons au maximum, à chaque fois que l'occasion nous est présentée, de nous y impliquer, question d'apporter des résultats que nous avons pu trouver et aussi de nous imprégner de ce qu'eux, ils ont comme information parce qu'ils sont beaucoup plus étendus, ils travaillent avec beaucoup plus d'organismes. J'en prends pour exemple, dernièrement, il y a eu en août dernier, août ou novembre, je ne sais plus trop, désolé, le Yaoundé One Health Forum, qui était un peu le tout premier forum scientifique sur la thématique du One Health. Alors là, on a eu l'occasion de participer aussi, d'apporter tous nos résultats et surtout de prendre contact et d'échanger avec les instances étatiques justement qui ont la charge de tout ce qui est santé, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et le ministère des Forêts et de la Faune avec lequel nous travaillons déjà étroitement. Et le mois prochain encore, dans 2 semaines, nous avons le symposium vétérinaire, le tout premier symposium vétérinaire qui aura lieu au Cameroun, à Yaoundé aussi. Et là, nous nous impliquons aussi. Nous avons certains travaux que nous allons présenter et ce sera l'occasion pour nous de faire connaître aussi le volet conservation dans la pratique vétérinaire. Parce que ici, là, c'est encore un peu, du moins beaucoup plus de vétérinaires s'intéressent à la santé des animaux domestiques, à la pharmacie, la clinique et tout. Donc, nous nous efforçons de les intéresser aussi à ce domaine de la conservation-là, qui n'en est pas moins vétérinaire que tous les autres, en fait. Donc, c'est un peu comme ça que nous travaillons et sur le long terme, nous espérons vraiment que nous devenions un acteur principal dans les actions de conservation que pourrait mener l'État. Notamment, on aimerait se voir confier des projets de conservation à grande échelle et à grand budget aussi pour que nous puissions travailler vraiment de manière efficace sur toute l'étendue du territoire avant de s'internationaliser. En tout cas, j'espère que si les bailleurs de fonds nous écoutent, qu'ils puissent prendre contact avec vous parce que c'est le genre de projet qui est à soutenir. C'est un projet vivant qui grandit et qui prend de l'ampleur et qui touche tellement de domaines importants. Et en plus, au fur et à mesure que
que vous lanciez des projets, vous accumulez de nouvelles connaissances, vous n'imposez pas vos façons de faire et vous apprenez des communautés locales. C'est un exemple à suivre, je pense, par rapport à d'autres grandes organisations qui imposent leur vision, leur façon de faire, qui excluent les communautés locales dans les décisions. Donc, HAC est vraiment le genre d'association qui est à soutenir, à financer et à promouvoir. Merci, Oui, merci ça Frédéric. serait. Merci, Ouais. merci Nadine. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.